Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les sorties littéraires du mois de janvier 2025 et avant toute chose une bonne et heureuse année à toutes et à tous, santé, bonheur, famille, tout ça, que cette année vous soit favorable dans quelques domaines que ce soit, voilà. Donc, au mois de décembre, il n'y avait pas eu de sortie littéraire parce que j'ai regardé forcément. Hein. Bon, je savais qu'il y aurait au moins pas grand-chose, mais là, il y avait rien, rien. Genre rien. Il y en avait une ou deux, peut-être, allez, trois, il me semble parce que j'ai regardé quand même. Mais là, je vous jure que c'était même les trois pauvres sorties de romans noirs qui avaient, c'était vraiment pas, enfin, c'était pas assez bien. J'aurais fait une vidéo que pour trois romans. En réalité. Mais les trois rares romans qui avaient l'air vaguement de romans noirs, j'étais en mode non. Non, en fait, non. Ça m'a pas marqué, ça a pas été suffisamment bien pour que j'ai envie d'en parler. Du coup, j'ai dit tant pis. De toute façon, les gens le savent. S'il n'y a pas de vidéo, s'il n'y a pas assez de romans ou si les romans sont pas assez intéressants, je ne fais pas de vidéo, tout simplement. Donc voilà. Si vous n'en voyez pas, admettons un mois dans l'année, c'est que vraiment il y a rien quoi. Il y a rien. Et je l'annonce pas avant que j'en fais pas. Donc si vraiment vous la voyez pas, c'est que voilà, le message est clair. Mais là, janvier est un des plus gros mois avec le mois de septembre au point de vue sortie. Donc il y a énormément de choses. J'ai passé beaucoup de temps à tout regarder, autant de temps quand c'est pour le mois de septembre. Et donc, commençons. J'ai même pas regardé si j'avais tout mis dans le bon ordre, mais absolument pas. Paf, paf, paf. Vers le 10. Attends, parce que moi je préfère les mettre dans l'ordre. Voilà, donc celle-là, on va la foutre ici. Non, tu viens et tu te mets là, couché. Voilà, donc, excusez-moi, hein, là-dessus, j'aime bien vraiment mettre dans l'ordre chronologique. Hein. C'est peut-être le seul truc quand je fais mes vidéos sur lequel je suis maniaque. J'ai oublié de le faire. C'est pas grave. La cité aux murs incertains de Haruki Murakami, traductrice Hélène Morita, c'est chez Belfond. Tu dis, la cité est entourée de hauts murs et il est très difficile d'y pénétrer, mais encore plus difficile d'en sortir. Comment pourrais-je y entrer alors? Il suffit que tu le désires. Dans son nouveau roman qui a fait sensation au Japon, on retrouvera l'onirisme caractéristique de l'œuvre de Haruki Murakami dans la lignée de ses grands succès, Kafka sur le rivage, 1Q84, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, la course aux moutons sauvages au sud de la frontière, à l'ouest du soleil, le meurtre du commandeur, des hommes sans femmes, etc. Donc voilà, Haruki Murakami, quand même, fait partie de ces auteurs reconnus quand même. C'est de toute façon, c'est marqué le grand retour du maître Murakami, voilà. Quand on a, voilà, le mec a écrit Kafka quand même, apparemment, donc ce n'est pas rien. Je ne l'ai pas lu, hein, je n'ai lu aucun de ses romans, mais je connais de nom cet auteur et quelques-uns de ses romans qui ont été cités, je connaissais un petit peu de loin. Donc je ne pouvais pas ne pas le citer, même s'il ne rentre pas dans les types de romans dont je parle et que je lis d'habitude. C'est quand même pas rien. Donc il sort le 2 janvier, donc aujourd'hui même, et il fait, nombre de pages on l'a? Non, on ne l'a pas. Bref, pour les fans, vous pouvez vous jeter dessus. Holmes is Missing de James Patterson. Il fait 400 pages chez Century. Century Édition, je ne connaissais pas. Le résumé est très long. Je vais vous le lire quand même. J'ai horreur des résumés trop longs. Alors j'adore lire, mais très paradoxalement, quand le résumé est trop long, ça me coupe l'envie. En fait, j'ai une flemme des résumés trop longs. J'ai horreur de ça. Holmes, Margaret et Poe, Book 2, Book 2. Le brillant détective Brendan Holmes a disparu, tout comme les nouveaux-nés à travers New York. Margaret Marple et Auguste Poe peuvent-elles utiliser leurs compétences légendaires pour sauver la vie des nourrissons et pendant qu'ils y sont, sauver Holmes? Le succès est rapidement arrivé à Holmes, Marple et Poe Investigation. Ah ouais, attends. Holmes, Marple and Poe Investigations. Euh, Une équipe d'élite basée à Brooklyn composée de trois détectives avec des noms célèbres et des passés mystérieux.
À 2 heures du matin, Auguste Poe, le muscle du trio, traverse le pont Williamsburg vers une nouvelle scène de crime, New York Police Department, appelée par le détective Helen Gray. Son passager, Margaret Marple, et les yeux de leur opération. Un pays, je sais pas ce que c'est, dont la liste de contacts n'est rivalisée que par ses puissants pouvoirs d'observation. 6 nourrissons sont manquants, il en va de même pour le cerveau de leur agence, Brendan Holmes. Lorsque les 2 IP arrivent sur les lieux, ils sont confrontés à un cas d'enlèvement déroutant. Poe chuchote à Marple « Of all the times, to be one brain short ». T'as vu mon accent anglais? Bon, je l'ai fait exprès. Si seulement il pouvait consulter les Holmes errants avant que les ravisseurs ne frappent à nouveau. Alors moi, ça me tente pas, je te l'avoue. Je l'ai choisi, je l'ai mis là parce que y a Holmes dedans. Et quand j'ai lu le résumé, j'ai vu Marple et Poe. Je dis ok, ça utilise des noms célèbres, peut-être pour faire sa pub un peu facilement. Est-ce que l'histoire est bien? Je ne sais pas. Rien que pour ce genre d'argument un peu putassier, putaclic, ça ne me parle pas du tout. Si toi tu l'as lu, s'il y a des romans précédents avec cette histoire-là, tu peux me dire si c'est bien en commentaire, n'hésite pas. Mais moi franchement. Donc j'ai globalement pris toutes les sorties vaguement intéressantes, hein, ce qui fait qu'il y a énormément là. Je me suis dit je vais faire un effort. Je vais quand même parler de pas tout, mais je vais faire un effort quoi. Quand même. Toujours le 2 janvier, le dernier roman de Hervé Comer chez Fleuve Édition, Dernier Cri. Donc je suis pas fan d'Hervé Comer, je te l'avoue. Ça m'a jamais tenté, c'est comme Franck Bouis et ce genre d'auteur français là dans cette même sphère. J'ai tenté des nouvelles en fait. Des nouvelles. J'ai déjà lu certaines nouvelles qui ont été écrites et ça m'a pas tenté du tout, notamment via la Ligue de l'Imaginaire. Il me semble qu'il en fait partie aussi. Et non, en fait non. Ça m'a suffi pour me faire penser que je suis. Moi non. Moi je suis pas le public. Peut-être qu'un jour je tenterai, va savoir. Donc dernier cri. Mais je vais arrêter de parler trop, hein, parce que il y a déjà beaucoup de livres à parler. La vidéo va être beaucoup trop longue. Hein. Une mort inexplicable et un ex-flic traqué une cité ouvrière désolée au cours de la nuit adultère qu'Étienne Rosier, ancien policier, devenu lobbyiste, passe avec une journaliste. Cette dernière est assassinée. S'il ne démasque pas lui-même le meurtrier, Rosier sait qu'il sera le coupable idéal. Alors, il n'a alors d'autre choix que de disparaître des radars et reprendre à son compte l'enquête qu'elle menait parmi les travailleurs pauvres, dans les coulisses de l'industrie textile. Cette immersion le conduit jusqu'à une ville qu'il pensait ne jamais revoir, liée à un passé qu'il avait préféré renier, Elbeuf. Là-bas, tout est possible, à défaut d'être permis, un polar social, blablabla. Bon, moi, encore une fois, ça me tente pas du tout. Mais je sais qu'Hervé Comer, voilà, a son public. Il fait 448 pages, chez Fleuve. Voilà, moi, ça me tente pas. Je trouve que c'est le genre de roman, ça fait 15, qui sortait il y a 15 ans, ça pouvait passer. Voilà, je trouve ça un peu... Comment dire, c'est le genre de roman que je trouve toujours un peu poussiéreux. Alors n'hésitez pas à me contredire dans les commentaires. Mais ce n'est que mon humble avis. Hein. Toujours le 2 janvier. Alors ce nom, je vais pas le prononcer, débrouillez-vous. C'est chez Fleuve Édition, Quelqu'un derrière les murs. Traducteur, Kamil Barbarski. Alors l'auteur, c'est Zygmunt Milosevski. Alors voilà, faut me pardonner, hein. C'est compliqué. L'un des auteurs polonais, alors c'est dire s'il faut me pardonner, je ne sais pas parler les, les noms polonais, c'est compliqué. L'un des auteurs polonais les plus lus de sa génération, à Varsovie, la tranquillité d'un immeuble est soudainement menacée quand un de ses occupants, pris d'une inexplicable panique, tente de s'extraire de l'ascenseur en marche et se fait décapiter. Après ça, d'autres locataires deviennent victimes d'hallucinations et bientôt, une étrange malédiction s'empare de ce bâtiment dont plus personne ne veut sortir. Robert et Agnieszka, j'aime bien ce prénom Agnieszka, un couple qui vient d'emménager, partagent alors la peur qui s'est immiscée dans leur quotidien avec Victor. Victor ou Victor? Je veux dire Victor. Un ancien journaliste d'investigation tombé dans l'alcool et Camille, un adolescent révolté contre ses parents.
Ensemble, ils espèrent comprendre quelle force démoniaque leur fait vivre ce cauchemar éveillé. Qui est ce voisin étrange qui a piraté l'interphone et écoute tout ce qui se passe dans les appartements? Alors tu vois, ça, pourquoi pas? Honnêtement, ça a l'air bien, ça m'intrigue. Et je trouve que c'est le genre d'histoire, et je viens de capter que sur la couverture, en fait, c'est un interphone, tout est relié, c'est génial. Et comment dire, je sais plus ce que je voulais dire, je perds le fil. Oui, c'est ça que je voulais dire. Excusez-moi, je vieillis. Euh, ça ferait vachement bien en film. À mon avis, c'est un film. Tu me donnes ce résumé-là, tu dis c'est ça le film, un truc polonais et tout. Moi, j'y vais, je vais voir. Un truc bien haletant là, avec du rythmé, avec un peu de peur, de terreur, machin et tout. Ce serait trop bien en film. Écoute mes mensonges, qui sort également le 2 janvier chez City Edition, de Amy, je sais pas si on dit Tintera ou Tintera, Amy Tintera. Écoute mes mensonges, paf. Tintera, j'imagine, parce qu'il a été commenté par Stephen King. Là, c'est marqué là, un roman captivant, un polar de classe internationale, Stephen King. Et s'il le dit, on va le croire. Et si vous pensiez avoir assassiné votre meilleur ami, et si tout le monde le pensait aussi, et si la vérité n'avait pas d'importance? Après que Lucie ait été retrouvée errant dans les rues, couverte de sang, du sang de sa meilleure amie Savy, tout le monde pense qu'elle est une meurtrière. Lucie et Savy étaient les filles en or de leur petite ville du Texas, jolie, intelligente et enviable. Lucie a épousé un homme de rêve avec une grosse bague, une nouvelle maison encore plus grande. Savy était le papillon social aimé de tous, et si l'on en croit les rumeurs particulièrement populaires, auprès des hommes de la ville. Si on en croit, oui, pardon. Je sais plus mettre le timbre dans mes phrases, c'est terrible. Des années se sont écoulées depuis cette horrible nuit, une nuit dont Lucie ne se souvient de rien, et elle a depuis déménagé à Los Angeles et commencé une nouvelle vie. Mais maintenant, le podcast à succès phénoménal Écoute mes mensonges et son animateur trop beau, Ben Owens, le trop beau, quand je l'ai lu, en fait, le résumé, quand j'ai fait mes recherches pour cette vidéo, quand j'ai lu le trop beau, il m'a saoulé. J'avoue, le trop beau est de trop. Le trop beau donne cette petite touche cucu qui n'a rien à foutre là. À mon sens, encore une fois, à mon sens. Ce n'est que mon avis. Ben Owens donc ont décidé d'enquêter sur le meurtre de Savy pour la 2e saison de l'émission. Lucie est obligée de retourner à l'endroit où elle a juré de ne plus jamais remettre les pieds pour résoudre le meurtre de son ami, même si c'est elle qui l'a commis. Donc oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Résumé un peu long, ça en dit beaucoup, beaucoup. Je reste un peu sceptique. La couve est pas mal. Elle est plutôt jolie, la couve. Même si ça reste chez City, c'est une maison d'édition, je me méfie encore un peu. Parce que j'ai déjà eu des déboires chez City. Donc bon, à voir. À voir, à voir. Si jamais tu as déjà eu des SP, tu es chroniqueuse et tu as déjà eu des SP de ce roman, tu l'as déjà lu, n'hésite pas à donner ton avis dans les commentaires. Tu fais ta pub, tiens, tant qu'à faire. Hein, voilà. Mère est-elle morte? Ça sort également le 2 janvier de Vigdis Yort, je ne sais pas comment ça se prononce, traductrice Hélène Hervieux. Voilà, il fait 224 pages, c'est un petit roman. C'est très bien les petits romans. Tu le prends, ça te fait 2 jours, 2-3 jours, en 2-3 coups de lecture. Ça passe bien. Bon, on aime ce genre de roman aussi. C'est léger, on aime bien. 30 ans après une rupture familiale douloureuse, Johanna retourne pour la première fois dans sa ville natale. Un soir, après un verre de vin de trop, elle téléphone à sa mère, regrettant aussitôt cette main tendue et aveu de faiblesse. Elle est d'autant plus tourmentée lorsque sa mère refuse son appel. Ce refus l'obsède, car une mère ne peut tout de même pas tirer un trait sur son propre enfant. Quand ses appels répétés restent sans réponse, elle finit par se rendre en bas de son immeuble et attend la peur au ventre. Jour après jour, elle revient épier sa mère de loin, s'efforçant de réunir suffisamment de courage pour enfin la confronter. Et du coup, j'espère que suite à cette confrontation, parce que c'est évident qu'elle va y arriver, il va se passer un truc. Parce que si c'est que ça, j'espère que le livre ne sera pas trop chiant. J'en ai peur. Donc c'est chez Actes Sud, si jamais ça vous parle. Voilà. Meurtre en 5 actes de Hélène Claire Murgier. Ou Murgier, non Murgier. Il fait 256 pages.
C'est chez Actes Sud, il sort le 2 janvier également. Et je le dis à chaque fois, hein, mais j'adore les couvertures de chez Actes Sud. Le liseré rouge et la couve. Les couves sont toujours super. Moi, j'adore. J'adore. C'est toujours marquant, c'est toujours classe. C'est toujours un brin glauque. J'adore. Moi, si un jour j'arrive à venir à bout de l'écriture de mon roman, moi, je veux une couve comme ça, hein. Si je pouvais être chez Actes Sud, ce serait un rêve. Un rêve. Mais sans déconner, j'adore ces couves-là, hein. Trop bien. Paris 1631, des meurtres spectaculaires ébranlent la capitale. Et pour cause, ils sont perpétués sur les scènes de théâtre en pleine représentation. Sur chacun des lieux du crime, on retrouve 2 cartes de tarot et des pamphlets dirigés contre Renaudot, le médecin protégé de Richelieu qui est en train de rédiger le premier journal en France. S'agit-il d'une rivalité entre les troupes parisiennes ou est-ce un moyen pour l'assassin d'atteindre Renaudot et indirectement le redouté cardinal? Et comment le meurtrier parvient-il à multiplier ses méfaits alors que le tout Paris a les yeux rivés sur les scènes de théâtre? Les enquêteurs du Grand Châtelet, Jacques Chevassus et Philippe de Mai, se saisissent de l'affaire. Plus l'enquête avance, plus le mystère s'épaissit. Celui-là, j'ai très envie de le lire. J'ai très envie. Il y a que, malgré la multitude de sorties dont je vous parle là, en fait, celui-là fait partie des rares qui me tentent vraiment. Genre, il doit y en avoir que pas plus de deux ou trois, qui m'ont fait dire, putain, celui-là, je me tâte vraiment à l'acheter. Donc, très hype, très hype. Sortir de l'ombre de Lisa Jewell. Alors voilà, j'en parle tout bêtement parce que voilà, je sais que. Attends, celui-là, il sortait le 2, hein, voilà, le Lisa Jewell, il sort le 8. Donc 400 pages chez Hachette Heroes. Traductrice Adèle Roland le Dem, je sais pas comment on dit. Donc oui, sortir de l'ombre. Que feriez-vous si vous soupçonniez que vos enfants ne sont plus vraiment les vôtres? Dans un Hell's Kitchen pluvieux, Jessica Jones, détective privée au passé tumultueux, est engagée par Amber Randall, une femme fortunée et désemparée pour élucider un mystère angoissant. Ses enfants, Lark et Fox, semblent avoir été remplacés par des imposteurs après leur retour d'Angleterre. Jessica, initialement sceptique, se retrouve rapidement plongée dans une enquête complexe où chaque découverte soulève plus de questions que de réponses. Bon bref, c'est pas mon truc. C'est une enquête de Jessica Jones, évidemment, on connaît. C'est très américain, trop américain pour moi. Voilà, dans ce résumé, pour moi, il y a 1 milliard de clichés à Merlock et j'aime bien les US, hein, c'est pas le problème, mais quand c'est trop picot, comme on dit dans le jargon, donc moi j'irai pas, hein, voilà. Donc ça sort le 8 pour les fans. Cathy Bory, il fait 192 pages son roman aux éditions d'Avalon, Une femme dans les bois. Donc une œuvre à savourer, c'est marqué en gros. Bon, la couve, bon. En fait, le coup de la forêt avec voilà la petite maison en pierre, machin, très, très bien, très bien. Mais alors les yeux juste au-dessus de la forêt, ah non, non, faut pas faire des choses pareilles. Si jamais il y a quelqu'un de chez Avalon qui passe qui regarde cette vidéo, il ne faut pas faire ça. Je vous assure que non. Parce que ça rajoute une touche de kitsch à la couve et moi ça me fait fuir ce genre de truc. Ça aurait été juste la cabane comme ça aurait été trop bien. C'est suffisant. La simplicité, parfois, est largement suffisante. Ça fait tout. Donc, excusez-moi, hein, je donne mon avis parce qu'après tout, je suis là pour ça, mais je juge, hein, après tout, je suis là pour ça aussi. Mais ouais, ça a été flagrant, quoi. Parce que des fois, une mauvaise couve, j'exagère, mais une couve pas trop folle comme ça peut gâcher l'envie d'acheter un roman, alors que le roman, il peut être super. Cora est une jeune femme en quête d'oubli. Marquée par des blessures profondes, elle choisit de disparaître dans l'immensité des bois, abandonnant le reste du monde. Seule, Cora se laisse peu à peu envelopper par la vie sauvage. Pour les rares villageois qui l'aperçoivent, elle devient une énigme, une silhouette insaisissable que personne ne peut approcher. Quel souvenir Cora cherche-t-elle à fuir? Trouvera-t-elle la paix dans cet isolement extrême ou se perdra-t-elle à jamais dans les profondeurs de la forêt? Un roman bouleversant sur la survie, la solitude et la quête de rédemption, où la nature et l'âme humaine s'entrelacent intimement. Donc ouais, voilà. C'est quoi les bails? Je sais pas, c'est une meuf qui fuit.
Quel est le sujet? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle cherche à fuir? Peut-être que ça va la rattraper. Et du coup, il va se passer des dingueries parce qu'il y a... je sais pas trop l'intérêt du truc. Donc, à vous de me dire si jamais vous l'avez lu, si vous comptez le lire. 192 pages, donc c'est un petit roman, moins de 200 pages. Voilà, tu le lis en 2 fois, c'est cool. C'est cool, c'est cool, c'est un petit roman. Donc il sort le 10 hein, chez Avalon. Le nouveau Johanna Gustafsson, j'y arrivais avec les noms, c'est compliqué. Chez Kalman Levy, évidemment. Les morsures du silence. C'est bien que quand j'ai vu Johanna Gustafsson, mon intérêt a été au plus haut tout de suite. Même si c'est pas une de mes auteurs préférés, évidemment. Mais tant pis. Vêtu d'une aube blanche et coiffé de bougies, un adolescent est retrouvé le crâne fracassé sur l'île de Lidingue. Je crois que le O avec les 2 points, ça se dit E. Alors corrigez-moi, j'en sais rien. Je vais dire Lidingo, dans le doute. Je vais faire mon français à la con. Mais voilà, corrigez-moi. Donc vêtu d'une aube blanche et coiffé de bougies, un adolescent est retrouvé le crâne fracassé sur l'île de Lidingo, qui fait face à Stockholm. Or, 23 ans plus tôt, une jeune fille a été découverte assassinée elle aussi au même endroit, dans le même costume traditionnellement destiné à fêter la Sainte Lucie. À l'époque, le petit ami de la victime avait été condamné pour ce meurtre qu'il a toujours nié. Était-il innocent? Le véritable coupable aurait-il frappé à nouveau? Mais pourquoi maintenant le commissaire Alexander Storm, avec l'aide inattendue de la policière française Maya Rennes, récemment installée en Suède, va obstinément tenter de démêler les fils de cette énigme et mettre au jour un secret enfoui depuis si longtemps qui a fait bien des ravages. Un thriller de la sang, blablabla. Bon, ça me fait un peu penser à Sœur de Bernard Minier. Tu vois, avec je sais pas si une ou deux filles avec une espèce de costume retrouvée dans les bois, complètement décédée. Non, c'est une fille. Et il y a eu une part d'enquête. Et genre 10 ans, 15 ans plus tard, ou 20 ans, je sais plus, c'était la première enquête du héros de Bernard Minier. Et genre 15-20 ans plus tard, t'as une autre personne au même endroit avec le même costume qui est tué. Donc est-ce que c'est la même personne, blablabla. C'est exact, enfin pas quasiment exactement les mêmes circonstances. Donc le Bernard Minier sœur, j'ai beaucoup aimé. Donc les morsures du silence, ça a l'air bien. Ça a l'air bien et c'est le deuxième roman qui m'a fait dire, j'ai bien envie de l'acheter, ça a l'air bien. Voilà. Donc, Kalman Levy, si quelqu'un passe par là, je ne suis pas contre un service presse. Voilà, pensez à moi, s'il vous plaît. Je ne dirai pas non. J'aime beaucoup les éditions Kalman Levy. Même si j'ai dit du mal du dernier Jérôme Loubry, mais ça reste mon auteur préféré, je vous assure. Hein. Il reste mon chouchou. Hein. Donc celui-là sort le 8. Hein, j'arrête avec mes conneries, il sort le 8. Mathilde Bosso, Les Saules aux éditions du Seuil. Alors celui-là, j'ai vu pas mal de SP, de copines qui l'ont lu et je crois qu'elles ont apprécié. Faudrait que je demande. Bah tiens, les copines hein, qui l'ont lu, hein, si vous passez par là. Je sais qu'il y en a quelques-unes qui regardent mes vidéos régulièrement. Toi qui l'as lu, donne-moi ton avis. Que ce soit dans les commentaires ou en privé sur Insta. De toute façon, il y a 12 notes. On va voir s'il y a des avis. Est-ce qu'il y a des gens que je connais là-dedans? Non. Renette 35. Non, ça me dit rien. Cécile Saint-Martin, ça me dit rien. Non, ça me dit rien. Mais je sais que j'ai vu des copines d'Insta le lire. Allongée au bord de la rivière, cachée par les saules pleureurs, Marie, 17 ans, semble paisible, endormie, ce que démentent les marques sombres sur son cou. Sa mort brutale ébranle toute la communauté et surtout Marguerite, une petite fille solitaire que tous croient simple d'esprit. Ses parents, peu enclins à manifester leur affection, travaillent leur terre du matin au soir. Livrée à elle-même, maltraitée à l'école, elle aime se réfugier au bord de la rivière où elle se sent en sécurité sous les saules. C'est là qu'elle a vu quelque chose cette nuit-là.
Elle voudrait bien aider Marie, la seule qui était gentille avec elle. Mais voilà, Marguerite ne parle pas, ou presque jamais. Mutique derrière sa chevelure sale et emmêlée, elle observe l'agitation des adultes qui, gendarmes ou habitants, mènent l'enquête. Mais comment discerner la vérité parmi les rumeurs de village, les rivalités familiales et les rancœurs tissées de longue date? C'est le troisième qui m'a fait dire «Oh, ça a l'air trop bien». Ça a l'air trop bien parce que la couve, je la trouve super. Avec cette brume là, ce marais extrêmement glauque. Rien qu'une photo comme ça, c'est largement suffisant. En plus, le résumé, il a l'air cool en fait. Ce qu'il faut de classique, mais avec ce qu'il faut de sombre et ce qu'il faut d'intrigant, ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Je suis chaud. Les éditions du Seuil, s'il y a des gens qui passent par là, j'accepte les services presse. Hein, je vous ferai passer avant tout le monde. Même devant le Johanna Gustafsson. Donc oui, oui, je pense me ruiner encore une fois ce mois-ci en livre. Ma libraire, enfin quand je dis ma libraire, la libraire chez qui je vais maintenant euh, tout le temps, parce qu'il y a une nouvelle libraire par chez moi qui a ouvert et maintenant je privilégie tous mes achats chez eux. Voilà. J'essaie de faire tourner le commerce. Voilà. Et pour une fois qu'il y a une librairie qui me plaît bien, maintenant j'y vais tout le temps. Et donc elle va me voir arriver. De toute façon, la dernière fois, j'ai venu pour 70 balles chez elle. Elle va me voir arriver. Je vais prendre 4-5 livres. Elle va être contente. Revoilà l'acheteur fou. Ah, attends. Voilà, attends. Parce que là, voilà. Je vais y arriver. Il sort quand? Pardon. Je l'ai dit ou pas? Il sort le 10. Le 10 janvier. Je manque à tous mes devoirs. Ah non, mais ici, c'est l'improvisation totale, mes vidéos. Je me pose, je fais mon truc, rien n'est écrit. À chaque fois, je me dis, j'y vais au talent, tu vois. Donc, des fois, je perds mon temps, je reviens en arrière, je fais des trucs. C'est la simplicité la plus totale. Hein. Vous êtes ici chez vous comme je suis ici chez moi. Hein, voilà. Tu me verrais en live en plus. D'ailleurs, abonne-toi à mon Twitch. Hein. Faut que je reprenne les lives. Hein. Ces derniers mois, j'en ai plus beaucoup fait. J'ai très envie d'en refaire. Hein. Donc, n'hésite pas à t'abonner à Lister Live hein, sur Twitch. T'hésites pas. Hein. On fait plein de choses. Et je fais même des jeux d'enquête. Je joue à des Sherlock Holmes et des Hercule Poirot. Jean-Christophe Granger. Donc, apparemment, ce sera une duologie, puisque c'est marqué tome 1 sur 2. Sans soleil, le roi des ombres, tome. Pourquoi c'est marqué 2 là? Attends. Sans soleil. Ah bah il y aura les deux. Attends. Tais-toi. Il sort le 15 2025. Tout à fait Thierry. Et celui-là, tu vas me faire croire que les deux tomes ils sortent. Et le 15 aussi 2025. Nous avons les deux tomes. J'ai pas capté ça. Je suis vraiment trop con. Attendez. Donc le tome 1. Bon, ok. Excusez-moi, hein, j'ai absolument pas fait attention à ça. Année 1980 sur les dance floors parisiens, c'est la mort qui mène la danse, embarqué avec Jean-Christophe Granger pour une quête hallucinée sur les traces du mal. Mon premier est un médecin, mon deuxième un flic, mon troisième une lycéenne, mon tout un assassin qui aime dépecer ses victimes à la machette. Vous ne voyez pas Commencez par danser et nous verrons où l'enquête vous mènera en cet été 1982. Moins il y aura de soleil, plus il y aura de sang. Mon Dieu, j'ai une demi-molle. Ça a l'air trop bien. Alors, je ne vais pas me ruiner là-dessus tout de suite. J'ai bien des Jean-Christophe Granger à lire avant. Je privilégie, quand un auteur qui a écrit autant de romans, je privilégie jamais les nouveaux. Hein. J'ai une rivière, les rivières pourpres dans ma palle. Il faut absolument que je commence par celui-là. Et est-ce que le deuxième, c'est le même résumé? Année 1980. Donc la première partie, c'est la même. Et la deuxième, c'est pas tout à fait pareil. Un meurtrier peut en cacher un autre. C'est vieux comme le mal. Dans l'ombre d'une affaire résolue, une sourde étincelle brille encore. Des ruelles de Tanger aux ténèbres de la forêt africaine. Merci, c'est formidable. Casse-toi. Dans l'ombre d'une affaire résolue, une sourde étincelle brille encore, des ruelles de Tanger aux ténèbres de la forêt africaine, la chasse continue, remontant jusqu'au crime fondateur. Ça me branche déjà beaucoup moins, mais ouais. Écoute,
Voilà. Le 15 janvier, il y a ça qui sort. Jean-Christophe Granger, il a écouté large, il a vu, voilà. 2 romans d'un coup, tome 1, tome 2, il a pas peur, voilà. Il aime. C'est un homme qui a l'air d'aimer les risques, finalement, hein, parce que c'est un sacré risque. Donc chez Albin Michel, voilà. Par contre, je vois des notes très mitigées, hein. Douglas Preston, Le tombeau oublié, c'est chez L'Archipel, il fait 384 pages. Après le succès de la Cité perdue du Dieu singe et du monstre de Florence, Douglas Preston, alors ça commence quand, nous invite à découvrir 13 histoires. Ah, c'est des nouvelles. Ah, j'avais pas vu. Et Le tombeau oublié et autres histoires d'ossements et de meurtres. Des récits où la réalité dépasse la fiction par le co-auteur de la série, mettant en scène l'inspecteur Pendergast du FBI, le Sherlock Holmes des temps modernes, 13 histoires vraies, 2 sites funéraires d'ossements et de meurtres. Alors honnêtement, je vais pas m'emmerder à lire tout ça. C'est des nouvelles avec des ossements, des meurtres et des tombeaux. Voilà, pour ceux qui sont fans. Alors traducteur Sébastien Danchin. Sébastien Danchin. Voilà. Moi, ça me hype pas. J'avais pas capté que c'était des nouvelles parce que j'ai pas lu le résumé. J'ai vu Douglas Preston, je me suis dit tiens, pour les fans de Douglas Preston, je vais en parler. En fait, c'est tout. Moi, je pense aux fans. Il y a des auteurs, c'est pas que je m'en fous, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Je me suis pas encore plongé dans leurs romans, en fait. Ça se trouve, quand je commencerai à lire Douglas Preston, je serai fan et j'en parlerai à chaque fois, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, chaque chose en son temps. Voilà. Donc, je pense quand même aux gens à qui s'appeler. Je parle pour les gros auteurs comme ça, un peu connus. Donc, Le fils du magicien de Sandrone Dazieri, traductrice Delphine Gachet. Il fait 192 pages, c'est chez Robert Laffont, il sort le 16 janvier. J'avais 15 ans l'été où tout est arrivé, où j'ai fait l'amour pour la première fois, où mon père a brûlé dans sa caravane, où j'ai découvert la secte de la Rose Rouge, où je me suis lancé sur les traces du monstre. Sélectionné pour le prix Méditerranée, blablabla. Bon, c'est intriguant, mais c'est pas suffisant pour moi. Moi, ça me tente pas, hein, tu vois. On sait pas de quoi ça parle. Il y a une secte, il y a un monstre. Ça peut être super bien. En plus, il fait 192 pages, peut-être un peu court. Sélection prix bête noire des libraires. Donc pourquoi pas. Donc pourquoi pas. Je vais pas passer 100 ans dessus. La vidéo est déjà bien assez longue. Alors, je vous laisse lire le titre, que je ne lirai pas, car je suis sur YouTube et je tiens à ma chaîne. Au-delà de ma vidéo, si elle se fait striker, je m'en fous, je recommence. Mais ma chaîne peut se faire sauter sur la prononciation de ce titre et de qui l'a écrit. Voilà, je ne prendrai aucun risque. L'histoire vraie et rocambolesque de la publication de ce terrible roman en France. 1934, la France s'est relevée de la Première Guerre mondiale, mais l'incertitude plane quant aux véritables intentions du sacré moustachu chancelier de l'Allemagne depuis 1933. Son manifeste sacré roman, Mon combat, qu'il a écrit lors de son emprisonnement, rencontre un immense succès dans son pays, mais en France, on n'en connaît que des extraits, sa traduction ayant été interdite par le chef du moment, lui-même, le texte entier reste interdit. Programme politique bientôt mis en œuvre. Enfin bref, il y a ce roman-là par le chef de l'Allemagne de l'époque tant décrié, qui est interdit de publication en France. On n'en a que des extraits. Alors pourquoi, comment ça se fait, etc. Voilà. C'est un roman historique plus qu'autre chose. Moi, comme j'adore ça, évidemment, j'en parle. Un petit côté polar, peut-être. Voilà. Un roman noir, très historique. Quand il interdisait la sortie de son roman en France. Voilà. En plus, la couve est pas mal, j'aime bien. C'est aux éditions Les Escales. Ça sort le 16 janvier. Alors, je suis désolé pour c'est très approximatif, mais voilà, il y a des choses, il y a des mots, il vaut mieux pas, dans le doute, de se faire striker, parler sur YouTube. Ou même sur Twitch, n'importe quel réseau, hein. Il y a des mots, si on capte que je les prononce, moi c'est terminé, hein. Le nouveau Pierre Lemaître, Les années glorieuses, tome 3 sur 3. Le premier ayant été Le Grand Monde, le deuxième Le silence et la colère, et le troisième donc Un avenir à radieux.
Je viens sauver quelqu'un, se répétait-il, et maintenant qu'il se trouvait à 2 heures de Prague, il sentait monter en lui une vive anxiété. Une échappée belle de Paris à Prague, d'un studio de radio à des ruelles hostiles, d'un cachot glacé à une académie de billard, d'une école de bonnes sœurs aux bureaux obscurs de la République, chacun des pelletiers à son heure devra choisir entre son intérêt et son devoir, et pour certains, entre la raison du cœur et la raison d'État. Un dilemme parfois déchirant, sauf pour le chat Joseph qui a choisi depuis longtemps, c'est du Pierre Lemaître, c'est forcément bien, en tout cas c'est forcément bien écrit. J'ai lu qu'un seul Pierre, non j'ai lu 2 Pierre Lemaître. Euh, je sais plus du tout la couverture avec le chien, avec le dalmatien que j'ai pas aimé. J'ai pas aimé celui-là. C'est son premier roman écrit qu'il avait laissé au placard. Il aurait mieux fait de le laisser au placard parce que pouf, hein, voilà. Et le deuxième, c'était un tout petit roman et j'ai adoré. Par contre, ça c'était excellent. Surtout la fin qui pour moi était géniale. Je sais plus du tout. Allez voir dans mes vidéos. Selon, c'est classé par année. Et donc, allez voir dans mes vidéos de 2022, je crois. Et vous aurez les titres. Moi, de tête, je sais plus. Ah. Connaissez-vous Pierre Grimbert? Si vous avez un minimum de connaissances dans des romans style fantasy, et que vous avez mon âge, ou que vous êtes intéressé aux romans qui sont sortis dans les années 2000, fin 90, début 2000, vous connaissez peut-être Pierre Grimbert et ses romans Le Secret de G. Ensuite, il y a eu Les Enfants de G. Donc, je les ai dans ma bibliothèque là. Pas tous, hein. Il y a toute la saga de G de Pierre Grimbert. Donc, c'est une tuerie. C'est une dinguerie. Vous lisez les romans de G de Pierre Grimbert. Le Secret de G. Il y a deux tomes, je crois. Les Enfants de G. Et il y en a d'autres encore après. Je ne sais plus. Donc, Pierre Grimbert remet le couvert avec cette saga qui a fait son succès. Et sa petite célébrité, j'ai en plus le Pierre Grimbert, je l'ai vu encore il y a quelques semaines lorsque je suis allé au salon du livre de je ne sais plus quelle ville, roman Rimbaudcourt. Il était là avec Audrey Français et c'était trop bien. C'était trop bien de les voir. Je suis pas allé les aborder, j'ai pas osé. Mais j'ai déjà rencontré Audrey Français et Pierre Grimbert. J'ai un selfie avec Pierre Grimbert, donc je suis très content. J'ai pas eu envie d'aller l'emmerder. Il avait son salon à assurer, donc moi c'est tout. Moi je n'avais pas embêté les gens pour rien. J'avais pas envie de faire le fanboy en fait, même si j'en avais. Enfin, j'ai pas envie d'aller l'embêter faire le fanboy, même si j'en avais très envie en fait. Donc il remet ça avec les éditions, avec les chemins de J, chemin de J tome 1. 118 ans avant ce jour, un homme étrange emmena une délégation de sages sur une petite île oubliée. Ouais, en fait, vous êtes ici pour les polars, je vais pas vous emmerder trop longtemps, la couve est parfaite. Évidemment, c'est Pierre Grimbert, c'est forcément bien. Faites-vous votre culture fantasy si vous ne le connaissez pas. Voilà, c'est inadmissible que vous ne le connaissiez pas. C'est français, voilà, messieurs, dames, c'est français. Et c'est trop bien. C'est la saga de mon adolescence, hein, je vous assure, hein. Cette saga de Gila et les Chroniques de Crondor. Parce qu'à l'époque, je ne lisais pas de polar, je ne lisais que de la fantasy. Et ayant démarré avec Harry Potter, je n'ai lu que de la fantasy. Moi, le chemin du polar est arrivé avec la majorité. Donc tu vois, et donc ouais, les Chroniques de Crondor et la saga de G, ça a fait mon adolescence, hein. Et ça et les Chevaliers d'Émeraude. Ça, c'était des vrais romans fantasy. Y a pas qu'est-ce qu'on fait maintenant, là. Ah, ça fait vieux con de dire ça, mais c'est vrai. De si bons voisins de Gilly Macmillan aux éditions Les Escales, traductrice Isabelle Maillet. Paf. Allez voir plus. Votre vœu le plus cher peut devenir votre pire cauchemar. Nicole et Tom ont gagné 10 millions de livres au loto. Du jour au lendemain, leur vie change du tout au tout. Ils décident de s'installer dans une villa ultra moderne dans la campagne anglaise. Très vite, ils se lient d'amitié avec Sacha et Holly, les occupants d'un imposant manoir, et leur seul voisin, à des kilomètres à la ronde. Mais tout s'écroule quand Nicole découvre le corps sans vie de Tom, dérivant dans leur piscine. Pendant que Nicole trouve du réconfort auprès de ses voisins, la police mène l'enquête. Accident, meurtre, qui dans l'entourage de Tom aurait eu des raisons de lui en vouloir?
L'affaire se complique encore quand Kitty, l'étrange femme de ménage de Sacha et Holly, commence à faire des révélations inquiétantes. C'est très prévisible, hein. C'est très prévisible. La couve assez moyenne, je trouve. Pourtant, les escales, c'est une bonne maison, hein. Et ouais, je suis pas chaud. Moi, je suis pas chaud, mais je pense que ce roman peut plaire quand même à pas mal de monde, et notamment à ceux qui ne lisent que des romans, des polars et des thrillers et des romans noirs occasionnellement. Voilà, je pense que c'est un roman pour les lecteurs occasionnels de ce genre, tu vois. C'est pas fait pour les aficionados comme moi qui ont envie d'être toujours surpris, tu vois, pas un peu perfectionniste là-dessus, mais bon, voilà. C'est ça, moi, ça me parle pas parce que, voilà, t'as déjà la moitié du roman en tête, rien qu'avec le résumé, en fait. Voilà, ça sort le 30 janvier. Mais c'est moi où j'ai rien dit. Les chemins de J, ça sort le 22. Pierre Lemaitre, ça sort le 21. Ça sort le 16. Mon Dieu, quoi. Mais je dis même, je n'ai plus rien à cirer, mais en fait, je déclame les trucs. Le mec sait plus faire son boulot, finalement. Hein, voilà. C'est catastrophique, quoi. La première vidéo de l'année, elle est catastrophique, hein. Mais là, je suis en congé, hein. La pression, elle redescend, hein. On n'a plus rien à cirer. Donc, ouais, non, ça me dit rien. Le livre des sacrifiés de Frédéric Lepage chez Robert Laffont, qui sort également le 30 janvier. 376 pages. Et ça, il fait combien de pages celui d'avant? 448, ouais, c'est trop loin en plus. New York, 5 victimes assassinées selon un rituel cruel et baroque. Elles n'ont qu'un point commun, leur vie a été racontée dans les moindres détails par une romancière à succès, qui assure ne jamais les avoir vues de sa vie. Ces personnages n'existent que dans son livre, assène-t-elle à la police. Cela semble impossible, presque surnaturel. Un jeune flic électron libre, peu respectueux des règles, fait équipe avec la seule de ses collègues qui ne le déteste pas pour résoudre cet extraordinaire mystère. Alors, hein, rien que ça, le flic électron libre, peu respectueux des règles, faut arrêter avec ce genre de flic. On a vu ça un milliard de fois, c'est pas intéressant. Ça donne pas une vraie personnalité à ton personnage, hein. Vraiment, c'est au secours. Vraiment au secours. Je veux plus voir ce genre d'enquêteur, s'il vous plaît. Son enquête va le mener loin des États-Unis et le mettre sur la piste d'un épouvantable secret. Frédéric Lepage signe un thriller psychologique, blablabla. Bon, bah en soi, le coup du rituel baroque et tout, moi je peux me laisser tenter éventuellement, hein. Je peux me laisser tenter, mais le coup du flic, il est, euh, il est irrespectueux, il travaille à sa manière, il respecte pas les règles. Mais pourquoi il s'est pas fait virer avant alors? Bah parce qu'il est trop bon. Le mec est trop bon, donc on peut pas se passer de lui, tu vois. C'est un connard, mais on peut pas se passer de lui. J'en ai eu plein des comme ça. Moi, j'en peux plus de ce genre d'enquêteur-là, pour être honnête. Le roman que vous attendiez peut-être tous, celui de ça fait déjà un moment que vous avez vu qu'il était sorti. Pourquoi n'en as-tu pas encore parlé? Eh ben parce qu'il sort. Et pourquoi? Ben voilà, il est pas au bon endroit. Là, je suis trigger. Il aurait dû être calé au milieu, et j'en aurais parlé avant. Le 16 janvier, sortira le dernier roman de Cédric Cyr, et je pense la sortie la plus attendue chez les lecteurs de thriller. Survivante. Elles ont soif de justice et de vengeance. Comme les autres, Tania a traversé l'enfer. Comme les autres, on a fait d'elle une proie, et elle a survécu. Proie, elle n'est plus. Proie, plus jamais elle ne sera. Farah, Kate, Tania et Cheryl sont des survivantes, rescapées de meurtriers sadiques. Elles n'ont d'autre choix pour se relever que la vengeance et la traque de leurs bourreaux. Mais si le sang appelle le sang, la vengeance aussi. Elles cherchaient la paix, elles ont trouvé l'enfer. Bon, comment vous dire que ça m'excite beaucoup, que ça a l'air trop bien, que la couve est cool. C'est pas la couve de l'année pour moi, mais j'aime beaucoup. C'est chez Michel Lafon. Et pourquoi n'ai-je pas regardé mes onglets avec les dates avant de commencer ma vidéo? Ça me rend complètement fou. Donc le 16 janvier, ça a l'air trop bien. 464 pages, c'est correct. D'une intensité rare, Cédric Cyr au sommet du thriller français, vous n'êtes pas prêt. Et c'est Olivier Norek qui le dit. Et donc moi je le crois, Olivier Norek, quand il dit ça. Donc voilà, ça a l'air trop bien. Alors on va les refaire vite fait. Qu'est-ce que je vais me lire moi ce mois-ci? Celui-là, je vais l'acheter sûr à 100%. Ça a l'air trop bien.
Celui-là non, celui-là non, celui-là sûrement. Il y a de grandes chances, pas à 100%, mais il y a de grandes chances que je claque ma thune. Celui-là aussi, ça fait 3, voilà. Non mais quand je dis que ma libraire elle va me voir arriver avec le sourire, alors ça non plus, ça non plus, ça pourquoi pas. En vrai, ça, il y a moyen que je le demande sur NetGalley, mais vous me croyez que j'ai perdu mes passes NetGalley, que j'arrive pas à me reconnecter? Ça fait un moment que vous m'avez pas entendu dire merci à NetGalley, hein, parce que j'ai plus accès à mon compte. Ça, je vais l'acheter parce qu'il me le faut, tu vois, voilà, j'ai tous les romans de Jim, il me faut ça. Ça non, ça non, et ça absolument, ça fait quatre ou 5 romans ce mois-ci. Je vais peut-être pas tout acheter d'un coup, mais je vais les acheter parce qu'il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, il y a de très bonnes sorties. Il y en a de moins bonnes, mais il en faut pour tous les goûts, hein, voilà, ça ce n'est que mon avis, ce ne sont que mes goûts. Je ne suis absolument pas objectif. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Elle doit être beaucoup trop longue, j'ai pas regardé le temps qu'elle dure. J'ai dit beaucoup de bêtises, ça a été très brouillon. C'est la première vidéo de l'année. De toute façon, moi je suis très chill. Maintenant, quand je fais vidéo, j'ai plus envie de me prendre la tête. Je l'ai fait comme je l'ai fait. Euh, Donc n'hésite pas à liker la vidéo, la partager, t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant la prochaine vidéo, merci à tous et à la prochaine chez Alistair.